Bonjour Noémie, aujourd'hui vous nous proposez donc une nouvelle manière de voyager, à Paris notamment, qui se dit saturée par les touristes et notamment par les autocars, il y en a partout. Exactement, la capitale, il faut dire, a retrouvé son niveau de fréquentation touristique d'avant la pandémie de Covid-19. L'année dernière, Paris et sa proche banlieue ont ainsi accueilli 36 300 000 visiteurs, d'après l'Office de tourisme de Paris. Des visiteurs qui se retrouvent forcément dans les endroits phares de la capitale, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, le Panthéon ou encore Montmartre. Donc résultat, dans ces quartiers, la mairie de Paris pointe désormais une surconcentration et non une surconsommation de touristes. Et comme la capitale est l'une des villes les plus denses du monde, on est quand même à plus de 20 000 habitants si on parle de Paris intramuros, forcément la fréquentation touristique crée des conflits d'usage avec les habitants, trottoirs bondés, les cars donc, qui occupent tout l'espace, vous venez de le dire. On va écouter le témoignage de Julie Ménard. Elle a lancé une pétition contre le surtourisme et les bus au pied de la butte Montmartre. Ils monopolisent complètement le trottoir. Ils ne respectent pas les règles qui sont de moteur arrêté à partir du moment où on dépose. Et quand les gens sont partis, ont quitté la chaussée, dégager la voie. Ils ne font pas du tout ça. Au contraire, ils s'agglutinent. Donc c'est une nuisance olfactive parce que ça sent très mauvais. Une nuisance auditive puisque ça a vraiment c'est très bruyant. Bon, là on s'en rend pas compte mais c'est très bruyant parce qu'en plus il y a du trafic sur ce boulevard. Donc c'est extrêmement bruyant. Et la troisième chose, c'est qu'ils prennent toute la voie publique. Alors l'autre nuisance de taille, évidemment, c'est la pollution atmosphérique engendrée par ces cars. Face à ces problèmes, la ville de Paris cherche à réguler le flux de touristes pour, selon elle, construire un tourisme durable et respectueux des habitants. On va écouter Frédéric Aucard, il est adjoint à la mairie de Paris en charge du tourisme. Il faut savoir que 95% du parc d'autocars de tourisme est un parc diesel. Donc évidemment, ça émet ce qu'émettent le diesel, c'est-à-dire des pollutions, des particules fines. Et la troisième chose, enfin, qu'il y a, c'est que nous, on souhaite désengorger encore une fois l'espace et donc pouvoir avoir des espaces qui sont des espaces de dépose, mais pas forcément dans le centre-ville, des espaces de dépose qui sont dans des parkings, en sous-sol par exemple. Et Paris, Noémie, bien sûr, n'est pas la seule concernée. Venise, Athènes, il y a même les lacs de Bavière en Allemagne ou encore le village néerlandais de Zonse-Schranze qui est connu pour ses moulins. De plus en plus de lieux sont donc concernés par la surfréquentation touristique et ce tourisme de masse est de moins en moins accepté par les locaux. Aux Canaries, en mai dernier, des milliers de personnes avaient manifesté, par exemple, pour exiger des mesures comme la régulation des loyers ou encore le gel des nouvelles constructions touristiques, car le tourisme de masse crée des conflits d'usage parfois cruciaux, comme en Turquie, qui est touchée par une grave sécheresse. Et cet été, dans des régions comme Izmir ou encore Antalya, des habitants privés d'eau pendant la journée ont dénoncé les hôtels très touristiques où les piscines débordent. Le surtourisme affecte même des régions qui ne sont pas habitées, comme on a vu un reportage il y a quelques minutes sur l'Everest, ou encore, et ça j'en parlais la semaine dernière dans Élémentaire, l'Antarctique. Ces 20 dernières années, le nombre de touristes dans la région est passé de 20 000 à 120 000 avec des conséquences environnementales majeures. C'est ce que nous explique Raúl Cordero Carrasco. Il est professeur en climatologie. Si vous êtes touriste ou chercheur, le seul moyen d'atteindre l'Antarctique est d'emprunter un navire qui sera probablement alimenté par des combustibles fossiles ou de prendre l'avion. Et l'avion sera également alimenté par des combustibles fossiles. Et si vous séjournez en Antarctique, la majeure partie du chauffage ou de l'énergie que vous consommerez sera produite par des combustibles fossiles. Et cette combustion produit non seulement des gaz à effet de serre, mais aussi d'autres polluants. Certains de ces polluants resteront dans la neige, la rendant plus sombre et accélérant sa fonte. Et sans surprise, cette surfréquentation touristique entraîne beaucoup d'émanations de CO2. Exactement, et c'est ce que montre une étude qui a été publiée en décembre dans la revue Nature. En 2019, le tourisme était ainsi responsable de 8,8% tout de même des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui en termes d'empreinte carbone représente 5,2 gigatonnes d'équivalent CO2. Alors sans surprise, les transports sont responsables de plus de 55% de cette empreinte carbone, dont 21% pour l'aviation. Les auteurs de l'étude appellent donc à limiter la croissance du secteur aérien. Ils proposent ainsi de ne pas agrandir les aéroports ou de ne pas en construire de nouveaux, ou encore de supprimer les subventions à l'aviation.
Ils appellent aussi à utiliser les énergies renouvelables pour tout ce qui est logement, restauration et loisirs, puis à opter pour des véhicules électriques pour les transports. Cette étude rappelle qu'il en va de la viabilité du secteur touristique, dont les destinations sont frappées de plein fouet par le réchauffement climatique, qu'il s'agisse des canicules, des incendies ou bien de la baisse de l'enneigement. Merci beaucoup Noémie pour cette chronique élémentaire.